Donc là, je porte un t-shirt, c'est plus I Love la fleur, là c'est I Love Vincent. Comme notre film, il a été vendu par le distributeur à Canal+, on devrait être diffusé, merci patron, à la fin du mois de janvier, je crois, sur Canal. Et donc un mec est passé pour faire un reportage. Et comme je suis un peu taquin, j'avais mis un t-shirt I Love Vincent avec Bolloré dessus. Mais le gars a filmé normalement, il n'y a pas eu, il nous a pas demandé de changer de t-shirt ni rien, tout s'est bien passé de ce côté-là. Il y a une nouvelle qui est tombée ce matin. Je considère qu'il y a deux journaux marxistes aujourd'hui dans le pays. Il y a Les Échos et l'Humanité, puisque tous les deux, quand il y a les dividendes qui tombent, pour les entreprises du CAC 40, eh bien, c'est mis en une. Et donc, ce matin, dans Les Échos, il y avait cette nouvelle qu'il y avait 56 milliards d'euros de versés en dividendes par les entreprises du CAC 40 aux actionnaires. Alors là, Dominique Seux a fait une chronique qui était très drôle, où il disait que bon, bah, c'était pas tant que ça, il fallait modérer, qu'il en restait quand même un peu pour l'investissement. Un chiffre lancé dans la nature ne veut rien dire si on ne le remet pas en perspective. Autre précision, après impôts et cotisations sociales, un actionnaire individuel ne conserve que 50% des dividendes reçus et moins, voire beaucoup moins, si l'ISF passe par là, ça peut descendre à 25 ou 30%. Je sais que vous en avez un peu marre de mon tableau avec, bon bah voilà, il y avait 4% de la masse salariale versée en dividendes dans les années 80, c'est passé à 13%, ça veut dire qu'on est passé de une semaine des salariés versés aux actionnaires à 3 semaines, où on travaille 3 semaines par an et tout ça. Je sais que vous en avez un peu ras-le-bol de ce tableau-là, donc je me suis dit comment je peux rendre ça concret, parce que c'est toujours le problème avec les trucs de la finance, de tout ça, c'est comment on voit que ça intervient dans la vie des gens. Alors déjà, j'ai divisé 56 milliards d'euros par le nombre d'actifs. En France, il y a 28 millions d'actifs, de gens qui travaillent. Donc ça fait 2000 euros. Ça veut dire que c'est comme si chaque personne qui travaille en France donnait 2000 euros aux actionnaires des entreprises du CAC 40. C'est-à-dire seulement aux 40 plus grosses entreprises françaises. Hein. Donc comme il y a 500 entreprises cotées en bourse, on imagine ce que ça peut représenter. Donc voilà, si on éliminait les actionnaires, déjà on récupérait 2000 euros par travailleur. Ça c'est la première chose. Mais ensuite il m'est venu un autre exemple, un cas beaucoup plus concret. Parce que l'entreprise qui a versé le plus en dividendes aux actionnaires, cette année, c'est Sanofi. 6,6 milliards d'euros, le laboratoire pharmaceutique. Et donc, bon, il y a eu des centaines de licenciements l'année dernière, c'est une chose, mais surtout, on avait reçu un courrier de Claire. Fakir, Dépakine, tu connais. En fait, Claire est épileptique et donc depuis son adolescence, elle prend de la Dépakine pour lutter contre son épilepsie. Et il se trouve qu'elle a eu 2 enfants qui, dans un premier temps, paraissaient tout à fait normaux, charmants, agréables, des beaux garçons et tout ça. Et puis, plus ça allait, plus il y avait une absence de contact entre ces enfants et les autres gamins, quoi. Dans les écoles, ils restaient tout seuls dans leur coin, ils avaient du mal à s'investir, à faire de la musique à côté, du sport, ils vivaient un peu leur vie de manière un peu trop autonome. Autiste dirait-on, mais on lui disait non, c'est pas de l'autisme, c'est vous qui, comme vous vous êtes séparés, ça crée des problèmes psychologiques chez les gamins et tout ça. Bon. Et puis, à un moment, elle entend à la radio, il y a un an, eh ben, qu'en fait, le fait de prendre de la Dépakine quand on est enceinte, ça crée des problèmes sur les neurotransmetteurs ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ça crée un problème médical chez les enfants qui naissent assez fréquemment. Il y a des problèmes et notamment ça a conduit à de l'autisme. Et donc là, elle a compris, alors que ses enfants, ils avaient 18-20 ans, pourquoi elle a eu ce problème-là pendant toutes ces années à cause de la Dépakine qu'elle prenait quand elle était enceinte. Et donc il y a une enquête qui a été menée. Sanofi, qui vend la Dépakine, était tout à fait au courant depuis des décennies des difficultés que ça pouvait créer pour les gamins qui naissaient. Qu'on n'en a rien dit. Donc il y a sans doute eu des centaines ou des milliers de gamins qui sont nés autistes, alors que ça aurait pu être évité s'il y avait eu plus de transparence du côté de Sanofi, et puis si aussi l'autorité de régulation du médicament avait fait son boulot, et ainsi de suite. Donc voilà à quoi peut conduire la recherche des dividendes. Non seulement ça conduit à des licenciements, ça conduit à des choses comme ça, mais ça conduit à des problèmes de santé publique.
Et très concret. Et pour le coup très concret, avec une mère de famille qui se retrouve avec 2 gamins dont elle a évidemment souffert que ces gamins ils puissent pas faire du sport, de la musique, inviter les copains à la maison et tout ça. En plus, là, il y a un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine qui était mis en œuvre, mais pour l'instant, c'est nous, le fonds d'indemnisation. C'est pas Sanofi. Ce sont les contribuables qui, pour l'instant, vont régler le fonds d'indemnisation. Donc là, on voit comment concrètement les 6,6 milliards d'euros annoncés par Sanofi de versement en dividendes, eh ben, ça a un impact sur nos porte-monnaies comme contribuables, sur les salariés qui sont licenciés et sur la santé publique de Claire, de ses gamins et tout ça. Et aussi, éventuellement, ça a un impact sur la suite de la santé publique. Parce que ces 6,6 milliards qui sont versés en dividendes, ce sont 6,6 milliards d'euros qui ne sont pas utilisés en investissement pour aller faire de la recherche, pour des nouveaux médicaments, pour développer des programmes de santé et ainsi de suite. Donc voilà, très concrètement, comment les dividendes, les actionnaires, c'est quelque chose qui nous nuit quotidiennement. Delio Sanchez, qui me dit « Cher François Ruffin, ton discours gagnerait en crédit et en soutien si tu voulais bien t'intéresser aux petites entreprises pour qui les cotisations sont véritablement un problème. Opérer un tel distinguo rallierait à ton combat nombre d'entre nous. » Bon, alors ça tombe, voilà, ça tombe super bien. Oui, je me considère comme un ami des petites entreprises, parce que je suis moi-même entrepreneur. Ça me semble la question clé. Comment on peut concilier cette aventure et néanmoins maintenir un filet de sécurité? C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal dans ta petite boutique, comment tu peux quand même retomber sur tes pieds, pas te retrouver sans rien du tout derrière, avec éventuellement des dettes personnelles à assumer. Enfin, et je pense qu'il y a un gros nœud, alors je ne dis pas que j'en ai la solution aujourd'hui, mais il y a un gros nœud à ce niveau-là. Avec Baptiste, on a entamé un dossier Petit Patron qu'on va pouvoir publier là ce printemps. Quand on dit qu'on se tape un beau dossier à Fakir, c'est quand même du gros truc avec des tas de données sur la fiscalité, la justice, des statistiques, bon voilà, et puis évidemment des témoignages. J'avais vu passer une étude d'un observatoire qui s'appelle Amarok et qui classait les difficultés des patrons de PME sur les 10 principales sources de stress. Qu'est-ce que c'était? La première, c'était la surcharge de travail. La deuxième, c'était la pression de la concurrence. La troisième, c'était la perte d'un client. La quatrième, c'était une facture impayée. La cinquième, c'était la chute des commandes, et ainsi de suite. Et la pression fiscale, dont on nous rebat les oreilles, les charges, les cotisations, les impôts, eh bien, ça n'arrivait qu'en 9e position sur 10. Et c'est ce qui se vérifie dans les entretiens qu'on a réalisés avec un certain nombre de petits patrons. Ce dont ils souffrent le plus, c'est de la pression des gros. Alors, il y en a pour qui sont des sous-traitants et que les donneurs d'ordre mettent en concurrence les uns avec les autres, en essayant d'établir une forme de dumping. Après, il y a aussi un autre très gros problème, et c'est les retards de paiement. Les grosses firmes se sont habituées à payer leurs sous-traitants avec, mais alors, des mois de retard. Et ce qui fait que, on découvre ainsi dans les études de l'INSEE que les délais de paiement sont la principale cause des défaillances des entreprises depuis la crise. Et en gros, les entreprises auraient déjà récupéré, il me semble, donc ça représente 25% des faillites sont dues à ces retards de paiement, et ça représente 13 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des PME. C'est-à-dire que si jamais on demandait simplement aux gros donneurs d'ordre, on a la liste des plus mauvais payeurs, alors je sais qu'il y a LVMH, parce que dès qu'il y a LVMH, je retiens, mais il y a Bouygues, enfin il y a Accor, il y a des grands groupes comme ça, et si jamais on leur demandait déjà de régler à temps les PME, elles auraient 13 milliards d'euros en plus dans leur caisse. Sachant qu'on a fait un CICE qui coûte 20 milliards d'euros par an, et dont la moitié va en fait pour les grosses entreprises. C'est ça la difficulté qu'il y a aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un discours à tenir
à l'égard des petits patrons, c'est que au fond, le discours officiel sur les charges, qui peut être une réalité pour quelques PME, mais c'est le MEDEF qui impose ce discours-là au détriment, et qui par exemple ne veut pas du tout entendre, ou le moins possible entendre parler, des entreprises du CAC 40 qui font pression sur les petites. Et nous, on a des cas très concrets où on nous explique, notamment dans le bâtiment, comment des petites entreprises se sont fait tuer sciemment par les majors, c'est-à-dire Bouygues, Vinci, et ainsi de suite. Les majors ont déjà intégré dans le calcul que pour que le chantier soit rentable, elles vont tuer quelques-unes de leurs sous-traitantes, quoi. Donc, et donc, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Déjà, il faut que les aides qui sont versées, type CICE, ça soit plus versé de manière indifférente selon la taille de l'entreprise et selon son projet. Et puis ensuite, il faut régler le problème des délais de paiement et contraindre, y compris par des pénalités, les grosses entreprises à payer les petites en temps et en heure. Et ensuite, il faut... Alors, il y a un autre truc, c'est dans la commande publique, pour les gros chantiers, auparavant, on découpait en petits lots. Et on donnait aux uns un lot de menuiserie, aux autres un lot de maçonnerie. Et ce qui faisait que les PME pouvaient directement se saisir des chantiers. Aujourd'hui, on délivre le paquet à une entreprise généraliste, type Bouygues, type Vinci, qui est supposée savoir tout faire, mais enfin, qui sait surtout redonner derrière. Et c'est elle qui pompe la plus-value et qui écrase derrière les sous-traitants. Donc il faudrait en revenir à l'allotissement qui prévalait. C'est-à-dire y aller par plus petits lots, de manière à ne pas avoir à passer forcément par ces majors qui extraient la plus-value à la fois de leurs salariés, mais plus directement là des sous-traitants. Et c'est pour ça qu'elles peuvent verser, j'en reviens à mon sujet de départ, des milliards d'euros en dividendes à leurs actionnaires, quoi. Les petits patrons sont nos alliés objectifs. Il faut que eux et nous, parce que ça se joue des deux côtés, il y a une méfiance des patrons, des petits patrons vis-à-vis de la gauche, qui est plus radical que le Parti Socialiste qui s'est mis au service des banquiers. Bon, et puis de l'autre côté, nous, on a pour l'instant pas réussi à pondre un argumentaire, une manière de parler qui fait qu'on arrive à convaincre le petit patron qu'au fond, si jamais on a le même adversaire, mon adversaire c'est la finance, cet adversaire il nuit à la fois aux salariés et aux TPE, PME, auto-entrepreneurs, sous-traitants de ces grands groupes affiliés soumis à la finance. Alors pour terminer, là, dans la campagne, où est-ce qu'on en est? Bon, c'est le moment où les partis, il va falloir qu'ils se décident, et c'est en train de se faire, on va bien voir ce qui sort du chapeau, mais on va dire qu'on est confiant. Nous, de notre côté, bah, ça part quand même très fort, avec on pensait une petite réunion d'organisation qu'on avait prévue pour vendredi soir, et où finalement, il y a près de 200 personnes qui se pointent, et on est tellement entassés dans la salle que tout le monde ne peut pas rentrer, et tout ça. Donc c'est un indice qui est clairement ouvert, et en plus on sent de l'envie dans la salle. Et ensuite, le foot qui se déroule le lendemain et où voilà, du jour au lendemain on est plus d'une vingtaine sur le terrain, donc c'est très bien d'avoir une bonne équipe de foot de campagne. Et d'ailleurs là je dois partir rapidement parce que on va visiter ce qui sera peut-être notre local de campagne, puis il faut qu'on voit un camion aussi, on a des trucs comme ça à faire pour dire que ça démarre, quoi. Côté médias aussi, donc je suis passé à ces polémiques sur France 5 où bon, c'est vraiment des endroits où on se demande si on doit y aller ou pas y aller parce que ça vous met tellement furieux que quand celui qui s'énerve, souvent c'est celui qui perd. Je me suis un peu énervé, mais on a eu le droit à une confidence de Sophie de Menton, la patronne de Éthique, pendant qu'elle était en train de se refaire ses cheveux, là, son brushing dans les loges. Et ben, elle nous a dit, c'est vous le réalisateur de Merci Patron, ce film qui a terrorisé, traumatisé Bernard Arnault. Je dis, ah bon, bah, je croyais qu'il ne l'avait pas vu. Il nous dit, non, vous inquiétez pas qu'il l'a vu. Et puis vraiment, ça a complètement traumatisé. Et je dis, bon, bah tant mieux. Elle dit, non, c'est dommage pour lui et tout ça. On n'était pas tout à fait d'accord, mais apparemment, on a été apprécié de ce côté-là. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois, collègues. Hein. Allez, c'est quoi, c'est ça qu'on fait, non? Ah ouais. Et ouais, bah alors là. Partager. Et à partager, puis il va falloir lui dessiner des pouces bleus à camarade Lafleur. Tu vas reprendre ma cabotant et puis voilà quoi.